Bien, je vous remercie en tout cas d'être présent, et je redis, et j'ai pas eu le temps de vraiment l'exprimer tout à l'heure, mais vraiment je suis ravi d'être là parce que, comme je disais, je repars dans ma contrée, là, faite de reclus, balayée par les vents, là, je sais pas, c'est un illustre musicien qui parlait de mie de pain aussi, j'ai pas tout compris, mais bon. Donc je repars effectivement nourri de plein de choses, avec une grosse envie de continuer. Collègue belge hier et avant-hier parlait d'un contre-courant, d'une vague contraire à cette idée d'enseignement de la pleine conscience. Moi qui vis près de l'océan, il y a une vague contraire, on appelle ça la baïne. Et une baïne, effectivement, ça va vers le littoral, ça vous emmène d'ailleurs, il ne faut surtout pas lutter. Mais en allant vers le littoral, éloigné du littoral, ça creuse une nouvelle vague qui est beaucoup plus grosse et qui revient beaucoup plus fort ensuite. Et moi, c'est l'enjeu ici, c'est de faire en sorte qu'on se laisse porter par ce contre-courant, mais pour permettre de mieux y revenir avec une espèce de grosse vague qui emmènera tout. Et dans quelques années, je suis persuadé que là, on pourra effectivement parler de pleine conscience à l'école, pleine présence. Mais l'enjeu, justement, aujourd'hui, c'est de faire en sorte, moi, de témoigner d'une pratique qui est celle de comment permettre l'enseignement de la pleine présence, ou de la pleine conscience, sans justement, en contournant ou en passant les obstacles que sont ceux de ces croyances, de ces représentations, de ces jugements, et souvent de personnes d'ailleurs qui ne connaissent pas. Bon, moi je vais être clair, avant de venir ici, la pleine conscience, je ne connaissais pas. J'ai vécu hier une première méditation de pleine conscience, je repars avec mal aux cuisses et mal aux fesses, donc ça moi j'ai compris, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Par contre, dans ma pratique, j'ai envie de dire intuitive, mes deux entrées qui sont celles, et j'ai pu apprécier les personnes qui ont été formées par Éline m'ont dit, ben, en fait, Éline, c'est exactement ces entrées-là. Et donc, ben, j'étais ravi, parce que moi qui n'ai aucune pratique, connaissance de la pleine conscience, étant invité ici, j'ai lu un petit peu, je me suis documenté, et je me suis rendu compte que ça rentrait complètement en écho, en résonance avec ce que je développais de manière intuitive dans les écoles, avec ces deux entrées qui sont celles des neurosciences, la démarche pour mieux apprendre et qui est centrée sur l'attention, et l'autre entrée, effectivement, sur les intelligences émotionnelles que je développais depuis plusieurs années. Or, je me suis rendu compte que ce croisement de ces deux entrées, ben, ni plus ni moins, c'était de la pleine conscience. Donc, j'étais complètement OK avec ça. Et l'autre élément, c'est que ça s'inscrit complètement dans les programmes, et les programmes actuels. Les intelligences émotionnelles, je redisais, le programme d'enseignement moral et civique qui est mis en œuvre cette année pose comme première compétence la sensibilité, avec comme élément quand même de ce texte, cette idée de la conscience morale. Il n'est de conscience morale qui ne s'émeuve, qui ne s'enthousiasme, ni ne s'indigne. Pour qu'un texte officiel pose ça, là je trouve qu'il y a quelque chose qui évolue, et évolue positivement. Donc l'enjeu là dans cet atelier, et je vais faire vite parce que le temps est compté, hélas, je prône la pédagogie de l'arrêt, l'élément essentiel pour faire en sorte que on reconnaisse l'intérêt de la pleine conscience à l'école, c'est de s'autoriser à s'arrêter. Et justement, on va poser là aujourd'hui à la fois les obstacles, très rapidement, les obstacles qui font que... Pourquoi on n'y arrive pas, bon sang, à faire en sorte que cette reconnaissance de l'attention, plus de l'intelligence émotionnelle, de la pleine conscience, puisse être installée dans les écoles, alors que les neurosciences nous prouvent jour après jour les bienfaits et la nécessité comme élément incontournable de tout apprentissage au final. Donc comment ça se fait? Mon expérience en tant qu'inspecteur m'a permis d'identifier des obstacles pour mieux y répondre et mieux les contourner dans ce que j'appelle moi une pédagogie du détour,
pour faire en sorte qu'en classe, on puisse vivre ces dimensions-là, mais un obstacle majeur, et les personnes là qui sont membres d'associations, qui forment et autres, la grosse difficulté pour eux, c'est comment faire en sorte d'enseigner en classe, donc de prendre du temps sur le temps scolaire pour proposer ces formations. Et l'obstacle, il est là avant tout. C'est-à-dire que ça ne peut pas s'inscrire, ce n'est pas dans les programmes, ça ne peut pas s'inscrire, enfin, les limites souvent, c'est, on leur renvoie, ouais mais attendez, c'est au détriment d'eux. Pendant ce temps, le français, les maths, ce qui est dans les programmes, comment on fait? Comment on fait? Et une collègue hier témoignait, une enseignante, dans le secondaire, où l'inspecteur me disait, mais attendez, 3 minutes ça va, mais, et encore, je ne suis pas sûr que ça vous sert à grand-chose, mais pas plus. Donc moi, mon enjeu, ça a été de faire en sorte que ça ne se fasse pas au détriment des apprentissages, ou en plus, mais pendant et au service d'eux. Donc voilà ce que je vais vous proposer. Et je vous propose en images, pourquoi? C'est une stratégie cognitive, tout simplement. C'est faire en sorte de vous construire des images mentales, et pour que dans votre mémoire immédiate de travail, ça puisse passer dans une mémoire sur du long terme. Et plus l'image mentale sera forte, humoristique, surprenante, plus votre cerveau va l'intégrer de manière rapide et efficace. Alors, les obstacles. Les obstacles qui font que c'est compliqué, effectivement, de développer la pleine conscience à l'école. Alors, juste une chose, oui, je fixe les éléments comme on a peu de temps. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous laisser la parole avant, parce que j'ai vu ce que ça donnait hier, on a passé 2h30. Un atelier de 3 quarts d'heure, ça a duré 2h30, et c'était génial. Mais voilà, il y a d'autres contraintes, il y a d'autres ateliers, il y a une plénière, donc... Bien, premier obstacle. Je parle de culte dans une école, alors dite laïque et autres. Un culte, c'est quoi? C'est une vénération d'une pratique reconnue comme incontournable. À la base, c'est ça le culte. Eh bien, au niveau de l'école et des représentations de l'école, il y a plein de cultes en fait. Donc des pratiques qu'on n'arrive pas à modifier. Premier quand même, c'est le culte du scepticisme ambiant. Je vais le mettre. Effectivement, ce qui est compliqué au niveau de l'école, et vis-à-vis des croyances notamment, et des inquiétudes, c'est qu'effectivement les différents partenaires s'inquiètent quand il y a un refus de l'institution, de collègues IEL, c'est quelque part, ça renvoie aussi une inquiétude, teintée de méconnaissance des choses. Et du côté de l'obstacle aussi, sont avant tout, enfin aussi les enseignants. Une partie des enseignants, parce que c'est compliqué pour eux ils préfèrent être sur du connu qui n'est pas satisfaisant qu'un inconnu insécurisant. Et là, on trouve tous les arguments, je crois ce qu'on appelle la dissonance cognitive ou psychologique, où on va toujours trouver des arguments pour justifier qu'on ne peut pas faire. C'est le nombre d'élèves par classe, ce sont les programmes, c'est l'institution qui ne veut pas. Et moi je le vois, les enseignants dans ma circonscription, ils sont mal placés, et je leur dis, vous êtes mal placés pour dire que l'institution ne vous encourage pas. Ah ouais, mais non, mais il y a aussi les programmes, et puis voilà, donc, c'est un obstacle majeur, c'est celui-ci. Ce scepticisme ambiant. Moi, je le trouve dans ma circonscription, il y a 70% d'enfants scolarisés dans le privé. Privé sous contrat. Et ils développent, les enseignants ont été formés pour beaucoup au Brain Gym. Donc, quelque chose créé par l'américain Paul Denison dans les années 80. Il y a à la fois une dimension gestuelle pour réharmoniser et autres, et c'est ce qui peut être source de critique de certains. Moi, ce que j'y vois dans tout ça, c'est un moyen, avant tout, de se recentrer, de se ressourcer, d'être avec soi, d'habiter, d'être chez soi, et ça, à ce niveau-là, moi, il n'y a pas de problème. Mais ça crée effectivement une méfiance, un scepticisme, là, clairement, de l'institution. Donc, premier obstacle, celui-ci. Deuxième obstacle, ce que j'appelle là le culte du chronomètre. Culte du chronomètre, parce qu'effectivement,
Ça, c'est un obstacle majeur. On est malade de notre temps. Notre temps d'adulte, je ne sais pas vous, mais on est dans une société, les voitures vont plus vite. Les moyens de communication sont extraordinaires. En 30 secondes, en peu de secondes, on est en contact avec la planète entière. Et je ne sais pas ce qui se passe, on a de moins en moins de temps. La preuve aujourd'hui, la preuve hier, le gong hyper stressant, les secondes sont comptées. Et un obstacle majeur, c'est ça, du côté des enseignants, l'idée d'oser s'arrêter, d'oser se poser. Et fondamentalement, si on veut que la pleine conscience puisse être intégrée dans les écoles, la première chose à faire, c'est de lever cet obstacle du chronomètre, oser s'arrêter, oser se poser. Moi, je le dis aux enseignants, il y a un moment, si vous voulez que vos élèves soient attentifs, il faut qu'ils acceptent de s'arrêter. Et si vous voulez qu'ils acceptent de s'arrêter, il faut que vous-même vous arrêtiez. Et je recommande aux enseignants de se mettre au fond de la classe. Quand vous proposez, ou les enseignants proposent des exercices à faire aux élèves, mais il y a un moment, lâchez-leur la grappe, si je puis dire. Mettez-vous au fond de la classe et prenez le temps de les observer. Moi, je fais un travail extraordinaire, j'ai un métier extraordinaire pour ça, c'est que je suis au fond de la classe et je vois ce que les enseignants ne sont plus en mesure de voir. Et je vais les aider, ces enseignants, à descendre de leur vélo pour se regarder pédaler. Bon, en sciences de l'éducation, on va parler de métacognition. Moi, je préfère parler de descendre de son vélo pour se regarder pédaler. C'est un peu plus long, mais je trouve que c'est plus explicite. Et pour filer la métaphore du vélo, j'aide en fait, les enseignants, ils sont nés dans le guidon. Et ils ne s'autorisent pas à relever la tête. Et l'enjeu, c'est de les aider à les autoriser à relever la tête. Donc un deuxième obstacle qui est fondamental, c'est celui, effectivement, d'enlever ce chronomètre et s'autoriser à s'arrêter. Un programme, c'est souvent l'argument, oui, mais les programmes sont lourds. Vous savez, un programme, ils sont très peu détaillés, en fait. Et on y met ce qu'on y veut. On peut y passer 2 jours, 2 mois, 2 ans, ça dépend vraiment de ce qu'on y met. Et enseigner, c'est choisir. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus dur à faire, choisir. Donc ça aussi, c'est un choix à faire. Mais j'accueille les enseignants stagiaires en début d'année, et certains n'ont même pas commencé à enseigner, qui me renvoient déjà culturellement, génétiquement, cette idée, il faut qu'on aille vite, on n'a pas de temps à perdre, les programmes. Parce que leur valeur à eux, c'est que le bon prof, c'est celui qui finit un programme. Et il faut travailler là-dessus. Il faut l'accueillir, ça, mais après se dire, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que c'est ça ma valeur? Est-ce que c'est ça, pour moi, mon critère d'être un bon enseignant? Je croyais que c'était long. Autre obstacle, le culte de l'habitude. Dis, madame, toi aussi, tu viens tous les jours à l'école avec nous, mais tu n'as jamais dit quel métier tu voudrais faire plus tard. Bon, c'est l'instinct, hein, quand même. Le culte de l'habitude, et c'est ça fondamentalement aussi un obstacle, c'est que on a beaucoup parlé d'homo autre depuis 2 jours. L'homo sapiens sapiens, c'est celui qui sait qu'il sait. Et c'est la différence, et on est complètement là dans l'idée de la pleine conscience. On a conscience qu'on sait, on a conscience de... L'enseignant, c'est l'homo habitus pedagogicus. J'aime bien l'utiliser. Bon, je détourne un peu Bourdieu avec l'habitus, mais l'enjeu fondamental, l'obstacle, c'est qu'effectivement, il est souvent dans des automatismes, hérités de valeurs. Et quand je vous parlais des stagiaires, moi, si j'avais à engager une formation qui est mise en œuvre par l'ESP, actuellement, ex-IEFM, bon, j'ai été formateur pendant 8 ans à l'IEFM. Et moi, la première chose que j'évoquais, c'est de dire, arrêtez de demander aux enseignants, voilà, la première journée, c'est ça, il faut être comme ça. Je sais pas, moi, la première journée où j'étais même stagiaire, on m'a dit, cette première journée d'école, elle est capitale. Si vous n'êtes pas sévère ce jour-là, après vous allez vous faire déborder. Par contre, si vous êtes sévère,
c'est plus facile de lâcher du lest, etc. Moi je dis attention, moi je dis aux enseignants stagiaires, ce jour-là, on enseigne comme on est, on ne triche pas avec soi. Donc ce jour-là, non, ne soyez pas plus méchants, ne soyez pas plus gentils, soyez vous-même. Parce que le jour où vous n'arriverez plus à créer l'illusion, c'est-à-dire que l'émotion, ce jour-là, elle vous submerge, croyez-moi, c'est ce jour-là que les enfants vont vous le faire payer. Dans le sens où, ouais, en fait, elle a triché avec nous. Donc l'enjeu, c'est d'être soi. Et vous comprenez ici, la pleine conscience, ça a sans doute tout son sens pour aider les enseignants à être soi et à bien se connaître. Donc, le culte de l'habitude, l'enjeu fondamental pour moi, se joue du côté de l'apprentissage des valeurs, faire le point sur qui ils sont. Pourquoi, c'est quoi pour vous être enseignant? C'est quoi pour vous un élève et un élève qui réussit? Et si on n'est pas au clair avec ces valeurs-là, je crains que tout le reste ne fonctionne pas. Et d'où, moi, les journées de formation, j'ai envie de dire même la première semaine de formation, que ce soit à l'ESP ou ailleurs, c'est surtout pas dire, voilà, les outils, il faut faire une fiche de prep, il faut faire ci, il faut faire une progression, non. C'est arrêtez-vous, prenez le temps, faites le point sur vous, parce qu'ensuite vous n'aurez plus le temps de le faire. Mais des enseignants stagiaires qui fonctionnent tout de suite bien sont les enseignants qui sont au clair avec ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, ce qui est important pour eux, quelles sont leurs préoccupations. Parce qu'ils sont clairs avec eux, ils sont très clairs avec les élèves. Donc l'enjeu fondamental, c'est de travailler là-dessus. Et quand j'ai accueilli une journée les stagiaires, après une semaine d'ESP, ils ont été très surpris de leur dire hey, on va prendre le temps aujourd'hui, on s'arrête. Et pour certains, c'était déjà souffrant de s'arrêter, alors qu'ils n'avaient même pas encore commencé à enseigner. Donc vous voyez, ce culte de l'habitude, l'homo habitus pedagogicus, ça fait partie d'un des obstacles aussi importants. Quatrième obstacle, le culte de la performance mesurable. Bon, heureusement que ma Bible de 150 copies me fait de l'ombre. Là, on touche à quoi? Effectivement, l'école, on est aussi sur de la performance. Notre système scolaire est basé sur de la performance. Et on touche à un élément là aussi fondamental. Derrière la performance, on aborde l'idée d'évaluation. Or, je ne sais pas vous, mais si on est tous générations confondues, les purs produits, les purs enfants de cette évaluation-sanction qui a quand même pas mal écorné notre estime personnelle. Et là, je touche notamment à l'idée de la note, la notation. Là, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse sur le fait que l'évaluation, ça vient du latin valere, c'est donner de la valeur. C'est pas le coup près, c'est justement l'évaluation pensée comme une toise qui permet à l'enfant de se voir grandir. Or, comme dit Philippe Mérieux, on ne fait pas pousser une plante en tirant dessus. De même, on ne fait pas grandir un enfant en tirant dessus. On l'accompagne, on le nourrit, on le chérit. J'ai même vu des gens parler aux plantes. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas parler aux enfants, quand même. Donc, voilà, c'est tout cet élément-là. Et ça questionne notamment, et là dans le secondaire, on discutait avec des enseignants du secondaire qui disaient c'est compliqué quand même la pleine conscience au collège. Mais je dis tant que le collège n'aura pas résolu, le secondaire n'aura pas résolu son problème de la notation, je crois que c'est pas la peine. Enfin, il faut continuer d'aller vers la pleine conscience ou autre. Mais tant que ça c'est pas résolu, je crains que ça soit compliqué de mettre la pleine conscience à l'école, enfin au collège. À l'école primaire, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on entre dans des compétences avec des livrets de réussite ou autre. Moi, dans ma circonscription, il n'y a plus un enseignant qui met une note. Mais le but, c'est pas d'imposer les choses. Le but, c'est de prendre conscience des choses. Et on arrivera à prendre conscience des choses le jour où les enseignants, et même en primaire, accepteront d'évaluer les élèves une fois qu'ils sont prêts à être évalués.
c'est-à-dire de différer l'évaluation. Faire en sorte que, on le sait, tel élève, de toute façon, on sait qu'il n'y arrive pas. À quoi ça sert de l'évaluer? Pour lui dire, ben oui, constate, tu n'y arrives pas. Donc c'est tout ce changement aussi à apporter. Juste, au final, un pas de côté, hein, pour se dire, pourquoi j'évalue? Pour qui d'abord? Bien moi, dans l'ordre, c'est d'abord pour l'enfant, l'évaluation. Ensuite pour les parents, puis à la fin pour les enseignants. Donc il y a plusieurs démarches à poser. J'en ai développé moi depuis 7 ans sur des évaluations positives, etc. Il faut que j'y revienne. Dans ma circonscription, ça fait 7 ans. Quand je suis arrivé il y a 7 ans, plein d'enthousiasme, on va tout révolutionner, on va tout changer. Bon, j'ai appris une chose, il faut prendre le temps. Le monde enseignant a besoin de temps. Bon, et ça se comprend, dans le primaire, il y a eu aussi beaucoup de réformes. Tous les 4 ans ou autres, on demande à changer. Dans le secondaire, un peu moins. Mais dès qu'il y a une réforme, la nouvelle réforme du collège, on voit que ça heurte. Oui. J'ai juste posé en début que ça va être compliqué que je puisse à la fois mener, mais ce que je vous propose, c'est qu'après, à la fin, on prenne du temps, parce que je crois que c'est important. Mais j'entends. Donc voilà, je crois que cette entrée-là, ça c'est un obstacle majeur, et qui a fait beaucoup de dégâts, l'idée d'une évaluation de sanction. À nous de faire bouger les choses. Et ça fonctionne, mais j'ai une conviction forte, et que j'ai apprise depuis pas si longtemps que ça, c'est qu'on ne peut pas agir sur les autres, on ne peut pas changer les autres. Par contre, juste en agissant sur soi, vous agissez, vous, petit à petit, hein, c'est le colibri, hein, c'est la petite, chacun fait sa part, c'est la petite graine. Moi, j'ai semé des graines, il y en a des enseignants, c'est tout de suite poussé, il y en a, ça commence à germer au bout de 7 ans, puis il y en a, ça pourrit sur place. Et c'est ok, de toute façon, une graine pourrie, ça ne sert à rien d'arroser, ça ne repoussera pas. Donc vous voyez, c'est important de chacun sa petite part. Et l'enjeu, c'est d'y croire, et puis de continuer ce cap. Autre culte qui fait un obstacle, c'est aussi le culte de l'objectif. À l'école, alors là on a posé en formation, il faut des objectifs d'apprentissage, et c'est normal. Des objectifs qu'on va évaluer. Le problème, c'est que la pleine conscience, et là je renvoie à des éléments que j'ai pu lire, observer, c'est que ça ne s'évalue pas. Il n'y a pas d'objectif. Autant dans des approches occidentales, même du yoga, où derrière il y a quand même un objectif, c'est le bien-être, le mieux-être et l'autre. Bon, dans moi, ce que j'ai lu, la pleine conscience, il n'y a surtout pas d'objectif. Vous n'avez pas, quand vous allez voir un ami ou autre, vous n'avez pas pour objectif que ça vous rende heureux. Vous ne réfléchissez pas à cette notion-là d'objectif. Bon, pour la pleine conscience, c'est la même chose. Or, ça aussi, ça rentre en contradiction avec les habitudes de l'école, où il y a toujours un objectif. L'objectif, il y est quand même. L'objectif général, c'est le mieux-être de l'enfant. Oui, en classe. Mais ça, c'est la vision, enfin, dans ce que j'ai compris de la pleine conscience, c'est une vision un peu occidentale qu'il y ait un objectif derrière. Or, dans la pleine conscience, on n'est pas à chercher un quelconque objectif. Derrière, il y a effectivement une plus-value et qui est mesurable par les neurosciences ou autres. Mais en soi, la pleine conscience, sauf à me tromper, et là, vous êtes sans doute plus expert que moi, c'est un obstacle, on est d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que ça rentre en contradiction avec l'école, parce que l'école a besoin de choses évaluables et souvent dans l'immédiateté. Donc l'idée de décaler, de repousser à plus tard une plus-value, une appréciation d'une plus-value, là effectivement, c'est un obstacle. Mais quand je pose des obstacles, c'est pour mieux les identifier et mieux y répondre. Et c'était mon enjeu. Et il n'y a surtout pas de jugement dans les idées d'obstacles ici. C'est un constat des choses. Oui. Oui, pardon, c'est ce que vous venez de prononcer un mot qui règle en partie la question, si je peux me permettre. Je crois que c'est quand l'objectif devient un enjeu qui devient une pollution. Mais on peut avoir le bien-être comme objectif et en attendre que lui fasse les fleurs. Oui, ça je suis. Mais sous-jacent, de toute façon, on l'a en fil conducteur, cette idée de bien-être. On l'a. Mais c'est pas une fin en soi au départ. Voilà, c'est.
Et autre lien aussi, et autre obstacle, à l'école, c'est le culte de l'activisme. Effectivement, le culte de l'activisme où c'est compliqué pour un enseignant d'accepter qu'un élève ne fasse rien. Et dans ma circonscription, il y a une école où les enseignantes se sont formées toutes à la pédagogie Montessori. Bon, à titre personnel, pendant les vacances, sur leur denier personnel. Mais c'est une école qui n'est pas école publique de ma circonscription, c'est une école pilote que je porte, mais qui est d'inspiration Montessori, mais derrière on travaille aussi d'autres dimensions. J'ai pointé quelques limites, moi, au niveau de la pédagogie Montessori, mais donc on croise plein de choses. Les intelligences émotionnelles et autres. Et notamment en classe de CE1, CE2, l'enseignante a mis en place des petites banquettes pour que les enfants, quand ils le veulent, sans demander l'autorisation à qui que ce soit, je me sens fatigué, j'y vais. Et les enseignantes qui développent dans cette école, je les sollicite pour intervenir dans des animations pédagogiques, parce que ils portent quelque part une parole qui est mieux entendue par leurs collègues, leurs pairs, parce que bon, l'inspecteur c'est bien joli, mais là c'est lui, là, mais bien. Là, le fait que ça soit leurs propres collègues qui en parlent, forcément ça a aussi réveillé des critiques, des méfiances, disant bah oui, mais alors les enfants forcément ils en profitent, tous. Bon en un an, il y a eu 3 élèves qui y sont allés. Le fait juste de savoir que c'est possible suffit à ce qu'ils n'y aillent pas, parce qu'ils n'ont pas le besoin, mais ils savent que leur besoin est préservé, ils sont écoutés, donc, et ça suffit. Et vous voyez, là aussi, où il y a cet obstacle que j'évoquais tout à l'heure, du côté des enseignants, ça peut être très compliqué pour certains, parce que leur représentation, pour certains des enfants, c'est dans un conflit de pouvoir. Dire quelque part ils veulent du mal. Ça fait pas peur de perdre son autorité. Ouais, c'est ça. Et on va voir un obstacle, un autre obstacle. Donc le culte de l'activisme, s'autoriser à s'arrêter. Je regarde au niveau de l'heure. Autre obstacle, voilà, justement, le culte du contrôle. Bon, bah tant pis, vous sonnerez le gong quand... Voilà, l'autre obstacle aussi, je vous sens sur la défensive en ce moment, monsieur, c'est cette notion de contrôle. Besoin d'avoir le contrôle sur les élèves, sur le temps. C'est-à-dire que l'enseignant, il est la fanfare à lui tout seul, là où il devrait être uniquement le chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de la partition, c'est lui qui décide des instruments, c'est lui qui décide d'avancer, de reculer, là où il devrait être juste ce chef d'orchestre pour accompagner, guider. Je vous donne juste un exemple. Une enseignante en salle de motricité avec non, c'est des CE1. Temps de relaxation, ce qu'on appelle le retour au calme, dans le jargon éducation nationale, après une activité physique. Et le retour au calme, c'était on s'allonge, on reste comme ça et on se détend. Sauf que derrière, il y avait une intention et un objectif clairement affiché. C'est dès que vous êtes calme, je vous touche sur l'épaule et vous pouvez sortir en récré. Donc, les enfants, hop, vite fait, bon, ils se dépêchent, donc l'enjeu de revenir à soi. Et il y a un enfant qui était assis, comme vous l'êtes. Forcément, l'enseignant lui dit oh, j'ai demandé ce que vous soyez allongé. Et l'élève lui dit non, mais moi je suis bien comme ça. Et c'était le seul qui avait trouvé sa position pour revenir à lui tranquille. Alors il s'allonge, la maîtresse tourne le dos, il se remet forcément assis. C'est le dernier élève qui est sorti pour aller en récré. Et après, au retour de la récré, je peux vous dire que ça s'est très mal passé entre lui et la maîtresse, parce qu'il ne s'est pas senti entendu là. Donc vous voyez, cette peur là, de perdre le contrôle, c'est quelque chose qui est à identifier. Et ça touche à le train du pipi, par exemple, où tous les enfants doivent aller faire pipi au même moment. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai un besoin d'aller faire pipi, ça peut venir comme ça, tout d'un coup.
et que si ce besoin n'est pas satisfait, vous aurez beau faire des choses extraordinaires pédagogiquement parlant, je serais en incapacité de recevoir. Le problème de la responsabilité quand on est laissé aux toilettes seul. Non, mais il y a toujours cette... Oui, sauf que les écoles, elles sont fermées, et deux, justement, en maternelle. Moi, je travaille avec les enseignants pour dire, faire en sorte qu'ils savent que l'enfant s'en va, mais que l'enfant, il va tout seul et qu'il revient dans les minutes qui suivent. Et travailler sur cet espace de liberté et à la fois de lâcher prise, mais c'est pas toujours facile, non, effectivement. On a quand même, on se dit toujours, on regarde un peu la pendule, on se dit, il est parvenu. Oui, mais vous savez où il est. C'est juste ça la différence. Et puis les écoles, elles sont pas toutes ouvertes. Enfin, normalement, elles ne doivent pas. Bon. Mais j'entends. Hein. Mais effectivement, cette inquiétude de perdre le contrôle d'eux, mais ça va jusqu'à ne pas mettre des petites bouteilles d'eau sur les tables pour que chaque enfant... Parce que des enseignants disent, mais oui, mais ils vont profiter, ils vont être déconcentrés, ils vont jouer avec, ils vont les faire tomber parce qu'ils sont maladroits. Enfin, voilà. Bon, mais c'est tout ça à questionner. Et là, ça renvoie une fois de plus à ces valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi en tant qu'enseignant à ce moment-là? Donc, le culte du contrôle, la peur du contrôle, et justement de la déresponsabilisation. Écoute, l'école, tu en as à peu près pour 20 ans, et après, c'est fini. Je ne sais pas si c'est de l'empathie, la maîtresse ou pas, à commencer à représenter, mais la déresponsabilisation, c'est en lien avec la peur de perdre le contrôle. C'est-à-dire qu'on voit deux choses. Ou on donne trop de responsabilités aux enfants, ou on n'en donne pas du tout. Mais l'un comme l'autre, j'ai envie de dire que c'est aussi stressant et aussi inquiétant pour un enfant. Il faut lui permettre effectivement de trouver juste sa bonne place. Or, un enfant qui ne tient pas en place, c'est un enfant qui ne connaît pas sa place. J'ai un peu l'impression, après mes lectures et après mes échanges, et après avoir expérimenté in situ une méditation en pleine conscience, que je crois que la méditation en pleine conscience, ou la pleine conscience, peut aider un élève, un enfant à trouver sa place. Il me semble. Mais bon, je peux me tromper aussi. Donc, cet obstacle de perdre le contrôle et d'aller vers trop de responsabilités, ou pas du tout, ça renvoie après à des discours que moi je peux entendre, alors, dès le CP, en disant « ouais, mais on va proposer le redoublement parce qu'il manque de maturité ». Alors il va falloir m'expliquer ce que c'est qu'une maturité en CP. Et puis au collège, on a les collègues qui disent « ouais, mais papa, il n'est pas autonome. » Alors s'il y a un endroit où on travaille l'autonomie, c'est bien l'école primaire. Alors je ne sais pas ce qui se passe quand on arrive au collège. Est-ce à dire qu'on les met en posture de ne plus être autonomes? J'en sais rien, je vais fermer la parenthèse. Puis attention, je veux vraiment être très prudent, je porte ni jugement, et là je suis dans une approche générale, globale. Il y a plein d'îlots d'enseignants qui ne sont pas du tout dans cette logique-là, donc voilà, je ne veux pas que ou les uns ou les autres vous vous sentiez agressés ou attaqués, parce que c'est surtout pas mon but. Et mon but, au final, c'est que ces éléments en îlot, on les rejoigne pour faire une oasis, pour faire ce que l'on veut, mais qu'on fasse quelque chose qui soit solide, cohérent, et qu'à la fin, le ministère puisse inscrire la formation des enseignants à la pleine conscience, comme le ministère hollandais a pu faire avec ses enseignants. Ça, et j'espère pouvoir y travailler, et j'ai eu la chance de rencontrer la personne de la DGESCO, et le soir même où on s'est vu, avant même tout atelier, on s'est dit, tiens, ça serait peut-être bien de pouvoir proposer un plan national de formation, et la DGESCO peut ça. Donc on va voir ensemble, mais ça serait une belle chose. Un peu d'oxygène. Autre chose, alors le culte de l'élève. Hier, je ne sais pas si vous étiez à la plénière, j'ai évoqué le fait que je faisais des animations sur l'intelligence émotionnelle et que des enseignants m'avaient dit quelle heure. C'est l'heure d'aller en plénière. Ouf. On m'a dit c'était midi moins le quart, ça avait été décalé. Hein. 20 minutes. Ah bon, super. Merci. Oui, après ce que je vous... Enfin,
Ce que je vous propose après, c'est que je vous... Ah oui, non, j'ai une interview à donner, on m'a demandé de donner l'interview. Après, à la rigueur, bon, par contre, je vais retourner dans mon pays vendéen à partir de 13h15, donc voilà, mais on va voir comment... Mais je vous promets, au pire, je vous donne mes coordonnées, on prendra le temps, parce que l'enjeu, c'est de faire un réseau, et je sais bien. Après, peut-être qu'on aura aussi d'autres occasions de revenir ici, et ça serait avec grand plaisir. Donc je vais voir, je ne vous promets rien, parce que... Donc le culte de l'élève, c'était cette difficulté de dire un élève est avant tout un enfant, et un enfant n'enlève pas sa peau de... un élève n'enlève pas sa peau d'enfant quand il rentre à l'école. Alors quand je faisais des animations sur les intelligences émotionnelles, et que des enseignants disaient à mots couverts, ouais, l'inspecteur il est bien gentil, et ce qu'il nous a dit, ça ne nous concerne pas, il a parlé de l'enfant, pas de l'élève. Et vous voyez que ça, c'est un... Et bah, je crois que, bon, là, il n'y a plus de discours à poser. Un enfant est un être d'émotion. Et ça reste un enfant avant tout. Un élève est un être d'émotion. Et il n'enlève pas ses émotions quand il vient en classe. Et reconnaissons une chose, les besoins des enfants rentrent en contradiction totale avec les besoins des adultes. Les enfants, ils ont besoin d'agitation, de désordre, de mouvement, de beaucoup parler. Un adulte, il a besoin de calme, de tranquillité. Chut, il ne faut pas faire de bruit, il faut être sage à l'école. Enfin, voilà. Or, on impose au final à nos enfants de nier complètement leurs besoins quand ils sont à l'école. L'enjeu, certes, c'est de permettre aux enfants, petit à petit, d'appréhender ce que sont les besoins d'un adulte à terme. Mais ça doit se faire petit à petit. Ils ont toute leur scolarité pour apprendre à faire ça. Or, on leur impose très rapidement, et j'ai envie de dire dès la maternelle parfois, des besoins d'adultes, un temps d'adulte, parce que le matin à maternelle, les matinées, je sais pas, mais c'est quelque chose. Les ateliers tournants, enfin, ça y va. Hein. Un temps où on s'arrête. Bon, je vais vous apporter les réponses que j'ai pu, moi, donner par rapport à ça. Et effectivement, dernier obstacle quand même, c'est celui du culte de la parole. Effectivement, ça fait partie des fondamentaux, la maîtrise de la langue, orale, écrite. Il n'empêche que, justement, le culte du silence, le culte de l'écoute, c'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Et quand je parle du culte de la parole, est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on écoute vraiment chaque enfant? C'est une prise de parole, non pas individuelle, non pas personnelle, c'est pseudo-collectif. C'est-à-dire que dans la pédagogie qui prédomine, et en primaire, et alors en secondaire, on est sur du cours magistral, alors c'est du cours dit dialogué, mais pas d'illusion, c'est du semi-magistral, voire magistral, dans le sens où il y a 2, 3 enfants qui parlent, et puis les autres, et souvent ce sont les enfants qui ont pigé, qui captent, qui vont donner la bonne réponse. Le jour où un enseignant dit véritablement « oui, ton erreur va nous aider à mieux apprendre et mieux comprendre », c'est une intention déclarée. Moi j'entends des enseignants qui disent « oui, je m'appuie sur l'erreur ». Dans la réalité, dans mes multiples inspections, je ne l'ai pas autant vu que ça, quand même. Cette idée qu'une prise de parole, l'erreur à l'oral, est au service de tous, c'est pas aussi vrai que ça. Mais c'est vrai dans certains endroits, ça l'est moins dans d'autres. Donc, apprendre à écouter, ça fait partie aussi, ça, des formations, effectivement, à donner aux enseignants, et puis aux enfants aussi. Bien, alors, les réponses. Ma pédagogie du détour par rapport à ça. Ben, ma pédagogie du détour, c'est effectivement la notion de méditation. C'est pas en plus, mais au service d'eux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça ne doit pas se faire au détriment des apprentissages, mais pendant les apprentissages. Alors, ben, je vous propose, moi, toutes les entrées que j'ai développées, mais je redis sans avoir une connaissance et une conscience de ce qu'était la pleine conscience. Ça s'est fait avant. Et j'ai été agréablement surpris de me dire, effectivement, on est complètement dedans. Première chose, là, c'est celui de la réforme des rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires qui a posé, pour certains, des inquiétudes ou autres. Moi, l'enjeu, et c'est mon travail, c'est de faire en sorte de porter la loi, mais au plus juste des réalités du terrain et des besoins des enseignants et des élèves.
Et moi, je me suis saisi véritablement des rythmes scolaires dans 2 dimensions. Un, au niveau du périscolaire, où là, il y a des activités en termes de sophrologie, de yoga, de pleine conscience aussi. Et dans ma circonscription, il y en a. Mais ça, c'est du fait des municipalités. Nous, l'éducation nationale, là-dessus, on n'a rien à dire. Et c'est peut-être ça qui est aussi intéressant. C'est qu'il y a des expériences qui sont menées hors scolaire, qui permettent ensuite, non pas de contaminer, mais de porter aussi quelques éléments au niveau de l'école. Et moi, mon travail en tant qu'inspecteur, c'est de pouvoir créer l'avantage quand même des rythmes scolaires. C'est de créer une cohérence d'une journée d'enfants et non pas uniquement d'élèves. Qui fait qu'avant l'école, il vit quelque chose, pendant l'école, il vit quelque chose, et après l'école, il continue de vivre quelque chose. Et si tous ces temps d'enfants sont cohérents, portés par des adultes qui tiennent un discours cohérent, tous les mêmes, il y a de grandes chances que cette journée d'enfant soit véritablement une journée propice à sa sécurité affective et intellectuelle. Et moi, ce que j'ai développé, c'est après, au sein des écoles, allez, pompeusement, j'ai fait des animations que j'ai appelées très pompeusement une journée idéale d'enfant à l'école. Ou quoi? Ce que j'ai proposé, je passe, c'est à partir d'un emploi du temps en lien avec les pics d'attention, très rapidement, 9h à... C'est vrai que le matin, ils sont plus réceptifs. Sauf qu'à 11h15, ils sont plus réceptifs. Moins réceptifs. Dans le sens, la faim, la fatigue, ils sont plus aptes à se concentrer à ce point. Et puis alors, le grand creux, c'est 13h30. Là, digestion, le cerveau mobilise 30% de son énergie juste pour la digestion. Donc il y a un grand creux d'attention, de vigilance à 13h30 jusqu'à 16h, 16h30. Si moi j'avais organisé, à titre personnel, un emploi du temps d'enfant, une journée d'enfant à l'école, de 9h, pas trop tôt, à 11h15, et de 16h30 jusqu'à 18h30. Là, ça fonctionnerait. Bon, c'est pas possible, techniquement, sociétalement, bon. Mais, par contre, ce que j'ai développé, moi, c'est que ces temps d'arrêt de ressourcement, je les ai posés dans un emploi du temps en début de journée. Entre chaque séance, parce que les séances, on passe des maths au français, français et maths, ils n'ont pas un temps pour souffler. Je peux vous assurer, les enfants en classe. Et là, c'est quasi généralisé dans les 300 ou 400 inspections que j'ai pu faire là pour l'instant. Même plus, parce que je me fais plus que ça en fait. Et donc, c'est autorisé à avoir des petits temps de ressourcement de 5 minutes. Alors, au début, au milieu, entre chaque séance. Et le ressourcement, c'est quoi? Ben, le matin, par exemple, on va, avec les enfants, on va enlever les grains de sommeil. Et puis on y va. Et on enlève les grains de sommeil. On va aussi, dévisser l'ampoule. C'est de l'étirement, puis en même temps on travaille sur la voile. Voilà. C'est tout ce travail-là, juste pour permettre aux enfants de revenir à eux tranquillement. On sent les enseignants, justement, dans leur peur du chronomètre et du manque d'activité, la peur de ne pas finir les programmes, mais ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne s'arrêtent jamais, alors qu'ils se rendent compte, et moi j'ai vu des séances, ils voyaient bien que les élèves n'étaient pas du tout dedans. Mais moi je les ai invités à arrêter. Alors ouais, mais nous on n'ose pas, puis il y a un inspecteur qui est là. Sauf qu'il y a un moment, quand vous voyez, vous avez préparé pendant 2-3 heures, voire plus, et vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas du tout attentifs, arrêtez. Faites une pause. Vous sentez, vous avez un besoin de mouvement, les enfants. Je sens que là, vous êtes agités, vous avez un besoin de mouvement, vous n'êtes pas avec moi. Allez, on va faire un petit tour de la cour de récré, on va courir, on va chanter un bon coup, on va s'étirer, on va s'arrêter, on va travailler sur sa respiration, pour mieux repartir ensuite. Alors j'ai lu dans mes récentes lectures que, je crois que c'est Thich Nhat Hanh qui disait la méditation, il ne s'agit pas d'en faire... on n'est pas obligé d'y passer 3 heures à faire de la méditation. 5 minutes, au moins, ça peut suffire. Et il recommandait, allez, une vingtaine de minutes par jour. Eh bien, moi, si vous comptez, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, je les analyse, là. Toc, toc, toc.
5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ça fait 20 minutes. Et ça fait 1h30 par semaine. Bah, c'est ce que posait Thich Nhat Hanh, ma foi. C'est pas si mal. Donc vous voyez, l'enjeu, c'est autoriser ces petits temps-là. C'est pour ça que la limite à l'enseignement de la pleine conscience, vous ne pourrez pas faire des séances de pleine conscience directement identifiées sur 1 heure, sur... Ça, c'est pas possible. Actuellement, ce n'est pas possible parce que ça va être vécu comme au détriment d'autres choses et des apprentissages fondamentaux apportés par l'école, etc. Donc voilà, moi, la proposition que je fais à ce niveau-là. Et là, il y a plein d'expériences, il y a plein de choses, respiration consciente, il y a plein de petites choses qui prennent 5 minutes et qui changent tout parce qu'on permet à chaque enfant de se retrouver tranquillement pour mieux repartir ensuite. Oui, non, mais ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait rentrer dans le cadre de l'EPS sur une période. Bien sûr. On peut très bien consacrer 1 heure par jour d'EPS à travailler sur la pleine conscience, la présence. Et j'en viens, vous parlez de l'EPS, j'en viens aussi par contre à l'enseignement moral et civique, où là, effectivement, d'être capable de nommer et identifier ses émotions et sentiments, ça peut s'inscrire dans une séance. Mais là aussi, on n'enseigne pas la morale comme on va enseigner les maths ou le français. Pour moi, c'est une hygiène de vie, c'est un cœur de pratique. Et je crois que c'est comme la pleine conscience. C'est quelque chose qu'on vit, et que l'on vit non pas une fois, c'est qu'on va multiplier chaque jour, pour en faire un vrai état d'être, un vrai, j'allais dire, état d'esprit, je suis pas sûr. Est-ce que vous connaissez le RI, le recherche sur du yoga et l'éducation? Non, je ne connais pas. Alors, je dis rapidement, hein, c'est Michel Flax, une dame qui a 82 ans maintenant. Elle a initié ce mouvement de l'éducation nationale en 1973. Elle a créé 11 groupes de recherche dans 11 pays différents. Et ce groupe de recherche et ce centre de formation qui forme des centaines de profs et d'instructeurs chaque année est agréé par le ministère de l'Éducation nationale depuis juillet 2013. D'accord. Donc il y a quand même au sein de l'Éducation nationale tout un mouvement qui forme des centaines d'instituteurs et de professeurs à ces méthodes. C'est quand même. Justement, vous voyez, je crois que c'est énorme. Tout est lié et on va y arriver. On va y arriver. C'est recherche sur du yoga et éducation. Et on retrouve tout ce que vous venez de dire. C'est formalisé à travers des ateliers, la poésie, tout. C'est extraordinaire. Moi, j'ai été un peu formé avec Michel. J'aimerais bien qu'on en reparle. Justement, en lien avec EPS et autres, c'est aussi l'idée de l'éveil de la conscience par le corps. Or, je crois que c'est Thich Nhat Hanh qui dit qu'il n'y a pas besoin de prendre des positions abracadabrantes pour... et moi, la preuve, hier, non, j'ai pas pu prendre des positions qui ne me correspondaient pas parce que j'étais trop concentré sur la souffrance de mes cuisses, voire mes fesses, donc ça ne marchait pas. Et par contre, l'enjeu, c'est ça. L'entrée, moi, que j'ai faite, c'est que on doit rentrer par le corps. Et avec des jeunes enfants, on doit rentrer par le corps. Et au-delà du corps, c'est pouvoir matérialiser, en fait, ce qui est de l'impalpable. Quand on dit, voilà, écoutez votre conscience, pointez vos émotions, je peux vous dire, pour des enfants, ouais, c'est un corps, mais tu me dis quoi, alors? Donc, il faut pouvoir matérialiser les choses. 5 minutes. Matérialiser, c'est au niveau de la respiration, par exemple, ça va être des grains, des sacs de graines, et on voit la respiration, c'est en yoga, le petit bonhomme là, qui marche, enfin voilà. Voilà, il y a plein d'approches. Moi, j'ai développé aussi, en lien avec, pas la grenouille, je n'ai pas développé la grenouille, mais je travaille avec des troupes de cirque, ou avec l'idée de la baguette, mais la baguette qui renvoie aussi à l'assiette. Et ça, travailler là-dessus, je crois, c'est porter son attention sur quelque chose de précis. Il me semble que ça doit faire partie de la pleine conscience, cette histoire-là. Marcher sur une poutre ou sur un fil et autres, là, c'est une excellente école pour les enfants. Et ça s'inscrit dans les programmes, ça s'inscrit dans des projets d'école. On est complètement, c'est pas en plus d'eux, c'est au service et c'est complètement dedans. Et on va travailler aussi au niveau de la danse. Moi, je travaille avec une danseuse de flamenco qui a enlevé tout l'aspect violent du flamenco pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. Et on travaille notamment la marche au ralenti,
la conscience de comment je pose mon pied et autres, pour aller ensuite vers une course au ralenti. Et on se rend compte que certains, au niveau des bras, ils n'ont pas... Mais juste de courir au ralenti, et ben on adopte tout de suite la bonne posture. On va aussi au niveau gestuel de danse aller chercher, on prend dans sa poche, puis on va aller prendre des étoiles, puis on les remet dans l'autre poche. Bon, je le fais beaucoup moins bien que la danseuse de flamenco, mais c'est tout ça. Et là, on est sur de la conscience de soi, conscience de son corps, à partir de dimensions ludiques, magiques, émerveillantes. Et il n'y a pas un enfant qui n'y rentre pas. En Vendée, on développe aussi beaucoup les rencontres danse et danse folklorique. Hier, Laurent nous a montré, et les gamins adorent ça. Et la danse folklorique, c'est là, on pense à rien d'autre que d'être concentré sur ces quelques pas, pas trop compliqués les pas, mais et ça crée ensuite un automatisme qui... je continue, hein, je suis désolé parce que je sens que le temps presse. Bon, bien sûr, la conscience de ses émotions et sentiments. Parce qu'on dit, je vais identifier mes émotions, sentiments. Ouais, mais question mot des sentiments et émotions, on est un petit peu pauvre. Hein. Nous, même adultes, on n'en utilise pas tant que ça, une dizaine, hein, souvent. Alors qu'il y a une liste de près de 100 mots des sentiments. Très rapidement, je suis allé en formation, j'assure la formation des enseignants tunisiens. Et j'y suis allé juste après les attentats. Je les forme au niveau de la pédagogie, du français, etc. Et j'ai fait une séance sur l'intelligence émotionnelle. Ça a été vécu de manière extraordinaire, parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient dans une attente, eux aussi, d'un accompagnement émotionnel de leurs enfants. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et ils en avaient en plus besoin, mais non pas à titre d'exutoire, mais se rendre compte que voilà, l'émotion, elle est quand même première dans cette histoire. Être à l'écoute de soi, de tous ses sens, très rapidement. Autre expérience, c'est les sorties sur le terrain. Les sorties découvertes, autres classes transplantées. Faisons en sorte que, c'est à la merde, profite, qu'on mobilise tous les sens des enfants à ce moment-là. Pas uniquement sur une dimension scientifique, non, qu'on mobilise tous les sens. Je travaille avec l'école du patrimoine en Vendée. Il y a plein de sites patrimoniaux historiques, et notamment il y a une reconstitution d'une mine de mineurs du 19e siècle de charbon, et à l'intérieur, avec les enfants de maternelle notamment, on développe les 5 sens. C'est dans le noir au départ, donc champ visuel, etc. Et là, on mobilise chez eux cette conscience du sens, des sens, et on mobilise les sens. Voilà, donc, et ça ne se fait pas en dehors du temps de classe, c'est pendant, dans des projets, des sorties, des classes découvertes et autres. Et puis la dernière, et ça c'est un élément où on m'a dit qu'Evelyne, elle ne le développait pas du tout, c'est la conscience des mots, le sens des mots. Comment? Eh bien, moi je travaille avec un enseignant qui a bossé, qui était acteur professionnel pendant 14 ans, qui a bossé avec Robin Renucci. Et je travaille avec les élèves, et je forme les enseignants à la lecture à haute voix. La lecture à haute voix, c'est quoi? Souvent, on a tendance à dire, voilà, une poésie, il faut mettre le ton. Mais moi, j'ai envie de dire, le ton, c'est du poisson. Ça ne veut rien dire. Par contre, c'est quoi la lecture à haute voix? C'est retrouver la respiration de l'auteur. Et derrière, retrouver la respiration de l'auteur, c'est retrouver sa propre respiration à qu'est-ce que j'en vois comme sens. L'exemple, c'est celui-ci. Maître Corbeau sur un arbre perché. Alors je vais mettre le ton. Maître Corbeau sur un arbre perché. Enfin bon, ok, c'est bien, 5 sur 5, poésie. Oui, mais au niveau du sens, je sais pas vous, mais c'est qui est perché là? C'est Maître Corbeau sur un arbre perché. Donc il faut déjà couper et voir les césures. Et si on allait dans la logique grammaticale, ça serait Maître Corbeau était perché sur un arbre. Ouais, mais habiter poétiquement la planète Terre en disant Maître Corbeau était perché sur un arbre, par contre, Maître Corbeau sur un arbre perché, là c'est déjà peut-être plus poétique. Et c'est au final les techniques, ce sont au final les techniques de la lecture à haute voix, c'est tout simple. Ça participe de 3 approches. Protase, acmé, apodose, c'est-à-dire que la langue française, elle est atonale. Atonale, c'est-à-dire qu'on parle, on n'a pas de ton. Sauf à la fin, la dernière syllabe, hop, on monte. Ici, c'est en fait
le bas, protase, on monte et on pose à la fin. Je fais tout un travail du corps enseignant dans la classe avec poser aussi sa voix d'une certaine manière. Mais je vais vous donner un exemple concret. Si vous prenez le métro parisien, vous entendez à chaque fois que vous arrivez à une station, c'est porte de Pantin, porte de Pantin. Voilà, mais c'est ça, la lecture à haute voix. Tout simplement. Et je conclurai parce que je suis désolé, mais ça, cette conscience des mots, c'est une entrée que, bon, j'ai vu que c'était pas une entrée posée, notamment par Eline et autres. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas mal qu'on ait ce petit supplément d'âme en plus. Bon, la conclusion, je terminerai là. Voilà, avalanche, accident d'avion, tremblement de terre, explosion nucléaire. Pour moi, les entraînements à la pleine conscience, c'est l'antidote au grand discours sur le respect. Et je terminerai comme ça. En fait, non, classe de CM1. Effectivement, si on a conscience de soi et si l'enseignant a conscience de lui, il permettra aussi aux enfants d'avoir conscience d'eux et de chacun pouvoir s'entendre, s'écouter, savoir qu'on répond aux besoins de chacun. Et ça évitera, en termes de conflit, d'opposition, de tirer sa couverture à soi, de se prendre les pieds dans les tapis des jeux de pouvoir. Et ça évitera surtout d'arriver à ça. Je vous remercie parce que je crois que c'est...